Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Cet épisode est le 3e d'une série de 5 conversations enregistrées avec 5 personnalités choisies pour leurs engagements dans la mode responsable. Ce projet a été imaginé en collaboration avec Purpose Climate Lab, une organisation à impact social qui soutient les initiatives faisant avancer la lutte pour un monde plus juste et plus durable. À la fin de chaque épisode, mes invités ont listé leur marque éthique coup de cœur, des marques qu'elles jugent transparentes et engagées pour une mode plus humaine et plus écologique. D'ailleurs, après avoir écouté cette conversation, nous vous invitons à partager avec nous sur les réseaux sociaux vos marques de mode responsables préférées en utilisant le hashtag #UneModeMeilleure et en taguant @nouveaumodèle.podcast. Toutes ces marques seront ensuite réunies dans une lettre ouverte que vous pourrez signer et que nous enverrons aux médias et au gouvernement. C'est une façon pour nous de soutenir ces projets durables et d'appeler le gouvernement à agir encore plus pour encourager une transformation profonde de l'industrie textile. Allez, c'est parti. Et pour ce 3e épisode, je reçois Colline, qui a commencé avec un blog vers l'âge de 20 ans, avant de devenir une youtubeuse et une influenceuse engagée, passionnée par la consommation éthique, responsable et par la seconde main. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Colline. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venue jusqu'à moi, en plus, pour cet enregistrement. Écoute, merci à toi de m'accueillir. Alors, on va commencer avec une question que je pose de plus en plus à mes invités pour commencer et revenir en arrière, un peu de savoir comment s'est passée ton enfance, quelle éducation tu as reçue de la part de tes parents et est-ce que, surtout, ça a eu un impact sur ton engagement aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça a conditionné un petit peu la personne que tu es et la personne que tu es qui est engagée? Très bonne question. Écoute, je pense, j'ai envie de dire oui, totalement. Alors moi, il faut savoir, les gens qui me suivent sont au courant de cette petite particularité, mais moi j'ai une très mauvaise mémoire. C'est-à-dire que vraiment les 3/4 de ma vie, quasiment, je ne m'en souviens pas. Mais par contre, j'ai quand même des souvenirs assez nets de mon enfance qui sont liés à mes grands-parents, chez qui je passais beaucoup de temps puisque ma mère était seule avec mon frère et moi-même, et nos grands-parents n'habitaient pas très loin, donc on passait beaucoup de temps là-bas. Et moi, je garde vraiment le souvenir d'une enfance où j'étais énormément dehors, où il y avait beaucoup d'activités manuelles. Mes grands-parents, surtout ma grand-mère, en fait, étaient très ils étaient très avant-gardistes finalement parce qu'ils étaient déjà très branchés bio, tu vois, médecine naturelle. Bon, ma grand-mère nous faisait des cataplasmes d'argile avec de l'huile essentielle de lavande, tu vois, quand on se faisait mal, des trucs comme ça. Et je pense que ça, pour moi, c'est vraiment un peu l'espèce de petite, tu sais, la petite graine dont on parle tout le temps, le truc que tu plantes comme ça. Je pense que ça a un peu été ma petite graine par rapport, à l'écologie, à la santé, à finalement plein de sujets, tu vois, qui découlent après de tout ça. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Après, au niveau de mon éducation, je sais pas trop. Moi, j'ai le souvenir d'avoir une éducation où j'étais assez libre. J'ai évolué dans un milieu. Ma mère, en fait, est pianiste dans un opéra, et donc j'ai évolué dans un milieu où les gens étaient très, comme ils sont, quoi. Finalement, je garde ce souvenir de personnes très libres et je sais pas, je pense que j'ai une éducation. Ouais, j'ai pas le souvenir, tu vois, de trucs. Je garde très précis, plutôt quelque chose de positif en tout cas. Oui, de très positif et vraiment cette idée un peu de liberté, quoi. Tu vois, ça veut pas dire que je faisais tout et n'importe quoi et que bien sûr, voilà. Ouais. Mais et oui, je pense que du coup, ça a beaucoup joué dans la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que forcément ça joue un peu, mais plus pour certaines personnes que d'autres. Donc je trouve que c'est toujours intéressant d'aller chercher un peu ce qui s'est passé au départ. Et justement, comment elle est née ta conscience écologique? Est-ce que tu te souviens vraiment du déclic, ou est-ce que justement progressivement, depuis cette petite graine plantée dans ton enfance, ça a évolué vers
cet engagement-là que tu as maintenant ? Alors moi, je pense qu'il y a eu 2 déclics. Le premier, c'était il y a quasiment 13 ans, quand je suis tombée enceinte de ma fille. Parce que j'ai une fille qui va avoir 13 ans là en début 2021, et j'ai vraiment ce souvenir en fait de me dire, je suis en train de fabriquer ce petit être humain et je ne peux plus, tu vois, par exemple, moi ça a commencé surtout par la beauté et l'intérieur aussi, donc je ne peux plus mettre n'importe quoi sur ma peau, et surtout je ne peux plus mettre n'importe quoi à l'intérieur de moi-même. Donc c'est beaucoup passé donc par les soins et surtout par l'alimentation. Donc c'est vraiment à cette période que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, à manger bio, des trucs comme ça, tout ça. Et après ça m'a suivi vraiment, c'est-à-dire qu'une fois que le truc était lancé, ça veut pas dire que je mange bio tout le temps. Enfin, je veux dire, je suis comme tout le monde. Des fois, je vais chez Pizza Hut et puis voilà quoi. Et le deuxième déclic, c'était, je pense, il y a peut-être 6 ou 7 ans. Où vraiment je me souviens avoir une espèce de déclic par rapport vraiment à l'écologie, tu vois, et à l'impact écologique qu'on a en tant qu'individu, notamment au niveau des déchets. Et à l'époque, donc j'ai commencé, j'avais déjà ma chaîne YouTube, mais j'avais encore mon blog, donc j'ai commencé à en parler sur mon blog, à faire des articles, à me pencher sur la question du zéro déchet, même si je me revendique pas du tout zéro déchet, c'est pas du tout ce que je cherche à atteindre. Et ouais, je me souviens vraiment de ce moment où il y a eu une espèce de, pour moi, un petit peu de basculement. Et où je me suis dit, ouais, là, on peut peut-être faire un truc, quoi, tu vois, quand même, ce serait pas mal. De faire attention à la planète. Voilà. Non, mais c'est intéressant de voir comment ça a évolué petit à petit. Enfin, de toute façon, c'est un travail de tous les jours, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. On n'atteint jamais la perfection. C'est une évolution sur toute la vie. C'est ça. Ok. Et c'est marrant parce que donc en lisant un petit peu, enfin j'ai essayé de lire un maximum d'interviews, de choses que tu avais pu raconter ailleurs pour m'inspirer pour les questions, et j'ai lu qu'à 13 ans tu étais déjà végétarienne. Et je me demandais comment tu expliques cette prise de position qui est assez radicale, si jeune. Moi, à 13 ans, du coup, je me disais, alors à 13 ans, comment t'étais, toi ? Bah, moi, je mangeais ce qu'on me donnait à manger, tu vois. Donc, je me demandais si t'avais conscience de ça ou... Alors, l'histoire derrière la naissance de mon végétarisme est très simple. J'étais en vacances au Maroc avec mon papa. Qui est marocain du coup, et en fait on était en train on se baladait dans un souk, et alors ça faisait très longtemps que j'y étais plus, mais dans mes souvenirs le souk est un peu divisé en plusieurs parties, tu vois, et on arrive à la partie clairement la boucherie, tu vois. Ouais. Et là je tombe sur alors attention, âme sensible, sauter 15 secondes là du podcast, une tête en fait de chameau ou de dromadaire qui était accrochée à un crochet, tu vois, donc la tête et le cou qui était je sais plus quel est le terme, mais sans la peau, tu vois, donc il y avait vraiment sa petite tête de dromadaire toute mignonne, puis en dessous le cou, enfin le truc mais horrible. Et donc je vois ça et je dis c'est fini, je ne mangerai plus jamais de viande de toute ma vie. Donc c'était très compliqué parce qu'on j'étais chez ma famille au Maroc, donc évidemment c'était les tagines, les trucs, enfin voilà, ils mangeaient de la viande, quoi, donc je faisais le tri, hein. Et j'ai pas du tout, en fait moi pendant longtemps j'ai pas été végétarienne pour entre guillemets la cause animale, ou c'était vraiment en fait, alors, quand même préciser qu'à la base j'ai pas une appétence particulière pour la viande, c'est jamais un truc qui a été mon grand kiff, mais moi j'étais vraiment je mangeais pas de viande parce que en fait je trouvais ça dégueulasse, quoi. Je me disais c'est une horreur en fait enfin tu vois, c'est... Oui, tu visualisais en fait cette... Oui, moi je cette voyais tête. Derrière le bacon je voyais l'animal, tu vois, et j'ai vraiment cette image, tu vois, qui m'a marqué de cet animal, tu vois, mort comme ça, étalé, puis qui ressemblait à un animal, quoi, surtout. C'était pas quand tu vas dans une boucherie où t'as un rôti, des trucs, tu vois, où ça ressemble. Oui, si tu fais pas l'effort de te projeter, c'est un bout de viande. C'est ça. Okay. Voilà. Et mais après voilà, c'était pas. Je suis pas devenue végétarienne en mode, tu vois, un truc. C'était pas du militantisme pour la cause animale. Pas du tout, absolument pas. Ok. Mais ça, tu l'as gardé par contre. Ça t'a suivi. T'as du coup. Oui, alors il y a eu des périodes où j'ai remangé de la viande, notamment je crois quand j'avais 17 ans, quand j'étais au lycée. Ça a été des petites périodes. Mais alors quand je dis manger de la viande, c'est vraiment des trucs anecdotiques, tu vois, de ci, de là. Bout comme ça. Et quand j'étais enceinte de ma fille aussi. Mais sinon, c'est voilà, donc ça fait un bail, quoi. Et aujourd'hui, comment se développe ton engagement ? Parce qu'il dépasse l'écologie.
on l'a dit, donc t'as commencé un peu avec ça. On comprend bien que même dans ton enfance et tout ça a mûri. Mais aujourd'hui, tu parles des questions de féminisme, par exemple. Enfin, moi, j'ai l'impression que t'es de plus en plus engagée, ou en tout cas, ça se voit de plus en plus, peut-être. Comment tu l'expliques et comment ça se développe tout ça d'un côté personnel? Moi, tout ça, je vois un petit peu tout ce qui est entre guillemets militantisme. Je mets vraiment des guillemets, ça me semble important. Moi, je vois un petit peu ça comme un truc, tu sais, tu mets le doigt dans l'engrenage et après tu es emporté. C'est vrai, c'est une belle image, j'aime bien. Ouais. Et en fait, je sais pas, quand tu commences à mettre un pied dans ce monde-là et donc à te renseigner, à lire des choses, à regarder des documentaires, à suivre des gens sur les réseaux sociaux, c'est un truc dont on parle pas assez, je trouve, mais la convergence des luttes, c'est quand même quelque chose qui existe et qu'on voit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui sont pas, par exemple, que véganes ou que féministes ou que, tu vois, en faveur de l'écologie, etc. Et donc moi, j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement, en fait, en avançant comme ça dans la vie, en grandissant, en mûrissant. Voilà, il y a des trucs qui m'ont frappé. Moi, par exemple, le féminisme, c'est vrai qu'il y a encore quelques années. Évidemment que j'en avais déjà entendu parler, mais je percutais pas, en fait. Tu vois, je faisais pas le lien. Je me disais pas, ça, par exemple, dans ma vie perso, ça, en fait, non, je suis pas ok avec ça. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Alors, rien de grave, hein, tu vois, des histoires de machines à laver ou des conneries dans le genre, quoi. Mais, c'est vraiment un cheminement, enfin, un truc qui se développe, tu vois, hyper naturellement, à force aussi, je pense, d'évoluer sur les réseaux sociaux, parce que moi, ça fait quand même 13 ans que je suis sur Internet, donc moi, j'ai vu naître Facebook, quasiment YouTube, Instagram, tout ça, et à force de suivre, j'ai envie de dire, les bonnes personnes, tu t'enrichis, et c'est vraiment cette notion de partage, tu vois, qui est hyper importante, je trouve, sur les réseaux sociaux, qu'on a un peu tendance à oublier parfois en faveur du négatif. C'est vrai. Ouais, c'est l'information, en fait. C'est petit à petit, tu t'informes, tu découvres de nouveaux sujets, des choses qui sont liées. Mais je pense que moi, j'ai un peu ce sentiment-là aussi. Petit à petit, j'ai l'impression de découvrir des choses, de m'ouvrir à d'autres luttes, entre guillemets. Et alors, pour revenir très rapidement sur ton parcours, donc en 2007, tu l'as dit, tu crées le blog Et pourquoi pas Colline. Surtout en 2011, tu lances ta chaîne YouTube qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que à l'époque, tu avais en tête que ça deviendrait une plateforme engagée? Alors, pas du tout. Moi, à la base, en fait, je suis blogueuse mode. C'est-à-dire que vraiment, mon truc, c'était poster des photos de moi avec des nouvelles fringues 5 fois par semaine. Et puis d'écrire Moi, j'ai toujours beaucoup aimé écrire, donc j'écrivais toujours des trucs qui n'avaient rien à voir avec avec les tenues ou quoi que ce soit. Mais donc non, moi, c'était pas du tout un sujet. Et je veux dire, et dans ma vie. Dans ma vie personnelle, même, c'était pas un sujet, en fait, tout ce qui est militantisme, encore une fois, avec des guillemets. Ouais. Alors oui, je faisais attention à ce que je mangeais, mais c'était plus parce que j'avais envie d'éviter de mettre, tu vois, des saloperies dans mon corps, mais à part ça, non, à aucun moment. T'avais pas du tout anticipé. Et qu'est-ce qui a provoqué le changement? Alors, pourquoi t'as eu envie que ça devienne une plateforme sur laquelle tu avais envie de plus t'engager? Est-ce que pareil, ça s'est fait assez naturellement finalement? Je pense que ça s'est fait très naturellement, et aussi parce que moi j'ai toujours, même depuis le début, alors que je parlais vraiment quasiment que de mode, je viens de dire je parlais quasiment que de mode, mais en vrai non, je parlais pas que de mode. C'est surtout ça le truc, c'est qu'en fait je parlais un petit peu de tout. Même si le noyau dur c'était la mode, j'abordais plein d'autres sujets, et donc en fait mes différentes plateformes et les réseaux sociaux, pour moi, ça a toujours été un moyen de m'exprimer et de dire ce que j'avais envie de dire. Et je me suis jamais, mise dans une espèce de case où me dire ouais non, ma ligne éditoriale, c'est, tu vois, je parle que de mode ou des trucs comme ça. J'ai toujours parlé de absolument tout ce que je voulais. Et du coup, comme ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez lié à ma vie personnelle. Ça a suivi, en fait. Ouais. Et voilà, c'est les sujets, j'ai eu envie d'en parler parce que voilà, moi j'adore échanger avec les gens, je trouve ça, c'est ce qui m'enrichit aussi beaucoup, tu vois, d'échanger avec ma communauté. Et vraiment, ça s'est fait, comme ça, tu vois. Hyper naturellement. Ouais. Ok. Et j'ai adoré l'une de tes dernières vidéos, alors j'essaie de les regarder régulièrement, mais il y en a une qui m'a marqué récemment, c'est l'écologie, un truc de privilégié.
Et je l'ai trouvée hyper intéressante parce que c'est vrai que ça fait prendre conscience de certaines choses ou ça met des mots sur des idées que tu avais plus ou moins. Alors, j'invite évidemment tout le monde à aller regarder la vidéo. Mais est-ce qu'en 2 mots, on pourrait revenir sur ça? Pourquoi l'écologie, c'est un truc quand même un peu de privilégié, selon toi? Alors selon moi, c'est pas. Je pense que quand tu entends ça, tu vas dans un premier temps, la première chose qui va te venir à l'esprit, c'est de penser à l'aspect financier. Ouais. Moi, c'est pas du tout dans ce sens-là que je vois les choses. Pour moi, l'écologie, alors que ça peut être l'écologie, mais n'importe quelle autre cause ou combat, voilà, dès que ça touche au militantisme, c'est des choses pour lesquelles on a besoin d'avoir de l'espace mental et de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, pas forcément de se battre et d'être dans un truc, voilà, très militant où tu vas faire des manifs ou des trucs comme ça, mais juste d'y penser, de mettre les choses en place, par exemple, pour générer moins de déchets, des choses comme ça. Et c'est ce que je dis, ce que je raconte dans ma vidéo. Que, encore une fois, je vous invite à aller voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher des pouces bleus. Hein. Exactement. Tu fais bien de le rappeler. C'est hyper important. Mais ce que je dis dans ma vidéo, c'est que moi, quand mon fils est né, donc il va avoir 2 ans là en décembre, je me suis pris vraiment une claque dans la gueule parce que ça a chamboulé en fait tout mon équilibre. Où avant j'avais beaucoup de temps libre parce que ma fille était grande, parce que ceci, parce que cela, et je me suis rendu compte en fait de l'effort que ça demande, de l'énergie qu'il faut avoir. Parce qu'en plus j'ai eu un enfant qui n'a pas dormi pendant 14 mois, bon tout ça. Et vraiment je sais pas, c'est un peu genre ça m'a ramené, tu vois, ça m'a remis un peu les pieds sur terre en mode tu calme-toi avec tes idées. Voilà. Et je trouvais que c'était très important d'en parler parce que on est vraiment dans une société qui est extrêmement culpabilisante, et je pense que c'est important en fait de comprendre qu'il y a des personnes en fait qui n'ont pas l'énergie, qui n'ont pas l'espace mental pour se pencher sur n'importe quelle cause que ce soit ou aller plus loin, tu vois, creuser des choses comme ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant que tu parles d'espace mental parce que c'est vraiment cette charge mentale-là. Oui, absolument. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'écologie, ça venait s'ajouter à la charge mentale que pouvaient avoir les femmes, notamment quand on est seul, quand on élève des enfants. Enfin, c'est un truc en sûr, plus. Ouais. C'est j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle, je sais plus, ça parle d'écologie et de féminisme. Je sais plus comment elle s'appelle, mais. Ouais, il me semble que je l'ai vu. Mais non, c'est bien, je pense, de le rappeler aussi de temps en temps que voilà, on a aussi de la chance en fait de pouvoir se poser ces questions-là. Parler d'écologie. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on parle d'industrie textile parce que c'est un peu mon sujet de prédilection évidemment. À quel moment toi tu as pris conscience des dérives de cette industrie, à la fois pollution, écologie, mais aussi droits humains, droits sociaux? Alors là, tu vois, c'est pas comme le reste. J'ai pas forcément un moment où vraiment je me dis tu vois, ça m'a frappé en pleine tête. Je sais pas, je pense que c'était déjà il y a un paquet d'années, peut-être 5 ans. Après, moi, ce que je peux dire, en tout cas, ce qui est certain et ce qui a quand même joué dans tout ça, c'est que donc, je l'ai dit avant, moi j'ai été blogueuse mode, donc c'est-à-dire que j'avais une consommation de fringues qui était gargantuesque. Je travaillais avec des marques de fringues, avec des boutiques multimarques qui, voilà, juste pour donner une idée, qui m'envoyaient 500 € de bons d'achat tous les mois. Donc c'est-à-dire que tous les mois, et c'était pas les seuls, il y avait des périodes où il y avait d'autres. Enfin bref, je recevais une quantité de fringues, mais qui était incroyable. Et en fait, à un moment, je m'en souviens, j'ai commencé à étouffer sous toutes ces fringues. Mais vraiment, tu sais, le truc d'ouvrir ton armoire, parce qu'en plus c'était des trucs de qualité assez médiocre, et qu'en plus je commandais, c'est des trucs que j'aurais pas forcément acheté, mais parce que tu sais, c'était mon boulot, donc voilà. Mais et vraiment, j'ai ce souvenir de m'être dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois, je veux dire, c'est too much, je n'en pouvais plus, et ça demandait en plus une espèce d'organisation, ça prenait un temps, tu sais, trier les trucs, les vendre, qu'est-ce que j'en fais, je le donne à Emmaüs, ça c'est pourri, je le fous dans une benne de recyclage. Franchement, ça m'a rendu tarée, et je me suis dit, en fait, on va arrêter. Donc, j'ai écrit aux marques avec lesquelles je travaillais, je leur ai dit, en fait, on va arrêter parce que moi, ça me convient plus. Et je pense que ça a commencé là, déjà, en fait, avec la surconsommation. D'accord. Et après, un peu comme tout le reste, comme j'ai commencé à m'y intéresser, et tu vois, tout a découlé assez naturellement. Voilà, l'impact écologique, les conditions humaines dans lesquelles sont fabriqués beaucoup des vêtements qu'on consomme, tout ça, voilà, tu vois, ça a Ouais, pareil. De toute façon, quand on s'informe, ça vient petit à petit. Ouais. Mais oui, j'imagine. En plus, ça devait être
invivable de s'habiller le matin si t'as 15 000 fringues. Non, mais c'était, après, je veux pas faire genre, oh, ouais, la pauvre, tu vois, elle avait plein d'habits. Non, mais c'est pas, ça devient plus un plaisir au bout d'un certain moment. Voilà, quoi. c'est exactement ça. Et j'avais envie de retrouver ce plaisir, de me dire, en fait, si je veux un truc, j'achetais aussi des choses à côté de ça, et vraiment, j'achetais beaucoup, tu vois. J'avais un vrai, encore aujourd'hui, moi, je suis pas totalement, avec la consommation, j'ai encore un problème et je le sais, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment, j'allais le premier jour des soldes, je dépensais des sommes mais complètement délirantes. Et tu vois, vraiment le truc de tu vas chez H&M, tu prends des trucs de merde. Vraiment, le cliché ultime, c'était moi, quoi. Tu vois, c'était. Ah, mais moi, j'étais pareil, hein. Ouais. Enfin, je me souviens de faire des razzias en fast fashion, trucs qui tiennent pas et tout. Mais puis je pense qu'on a tellement baigné là-dedans que forcément on est pile dans cette génération de surconsommation. Et comment a évolué ton rapport aux vêtements, à la mode de façon générale alors peut-être depuis le moment où tu as été blogueuse mode et aujourd'hui avec cette prise de recul. Comment tu dirais qu'il a évolué? Tu prends plus de plaisir à t'habiller? Comment ça se passe un petit peu? Alors écoute, j'ai envie de dire que ça a plutôt évolué dans le bon sens vu de là où je pars, hein, parce que voilà. Moi, j'ai toujours adoré, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré les fringues. Je me revois, genre au lycée, préparer mes tenues, tu vois, le soir pour le matin, voilà, avoir juste à sauter dedans et être sûrement très mal habillée, hein, mais c'est pas grave, à l'époque c'était bien. Et du coup, oui, donc j'en ai parlé avant. Moi, quand j'ai commencé à parler de mode, quand j'ai ouvert mon blog et qu'il y a toutes ces opportunités qui sont arrivées et qu'on était là, tiens, on t'envoie des fringues gratuites. Moi, c'était c'était Vegas pour moi, quoi. Et puis quoi? Et puis est-ce que non mais est-ce que du coup, comment ça a changé en fait? Donc certes il y a eu la prise de conscience, mais c'était plus sur le rapport à la façon dont tu t'habilles, le vêtement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus fonctionnel? Je sais pas. Est-ce que voilà t'es beaucoup plus basique, jean, t-shirt? Est-ce que j'adore toujours les vêtements. J'ai essayé à un moment les trucs un peu, tu sais comment ça s'appelle, les capsules wardrobe, les trucs comme ça. Je me dis minimaliste, ça doit être vachement bien. Non vraiment, ce n'est pas pour moi en fait. Moi, j'adore les fringues, j'adore m'habiller. J'ai un style quand même. J'ai compris que dans la globalité, j'avais un style qui était assez simple. Tu vois, là, par exemple, vous ne me voyez pas de l'autre côté du micro, mais genre aujourd'hui, j'ai un jean et un pull gris. Voilà, et un chapeau noir. Bon, c'est pas ouf, mais en fait, voilà, c'est aussi un truc que j'ai compris, c'est que moi, j'aime bien m'habiller simplement, j'aime bien les trucs qui sont confortables, parce que à l'époque, tu vois, je m'achetais des pompes de créateurs avec des talons de 18 cm, les trucs que je ne mettais jamais, ou alors juste pour faire des photos. Enfin, c'était ridicule, tu vois. Enfin, c'était ridicule. Ça n'avait aucun sens. Et aujourd'hui, mon rapport à la mode, il est beaucoup plus apaisé. Alors, comme j'ai dit avant, j'ai encore un petit problème, je pense, de consommation, parce que moi, j'ai un peu la consommation émotionnelle. Enfin, je pense comme beaucoup de personnes. Hein. Voilà, donc quand ça va pas trop, je suis un peu en mode, tiens, je vais m'acheter ça. Mais non, j'ai un rapport qui est vraiment beaucoup plus apaisé. J'ai encore beaucoup de vêtements, mais je le vis pas mal, tu vois. Ouais. Et c'est pas beaucoup de vêtements en mode ça dégueule de partout. Je sais pas ce que j'ai. Voilà, j'ai quand même ce truc aussi. Je fais régulièrement le tri, c'est-à-dire qu'il y a des choses, bon voilà, si je sais que vraiment ça matche pas, je le porte pas, bon voilà, je le revends et puis il va aller vivre sa deuxième vie. Donc ouais, je dirais vraiment cool quoi. Ouais. Tu vois. Mais je trouve que ça prend du temps. Enfin, moi et puis moi je pense que c'est très très récent ça. Je crois que le confinement m'a fait beaucoup réaliser. Je m'étais mis énormément de pression sur la consommation de vêtements avec le podcast et tout. Je me disais mais non, il faut plus acheter. Et en fait, j'avais plus aucun plaisir avec les vêtements. C'était horrible. Quand je regardais ma garde-robe, j'étais mais en fait, je sais pas quoi mettre parce que je culpabilisais vachement quoi. Donc ça met un peu de temps, je trouve, d'avoir ce rapport assez serein avec ces vêtements. Et on va parler aussi un petit peu de la marque que tu as lancée. Donc c'était en 2017, ça s'appelait Numéro 7. Ouais. Ça n'existe plus si je dis pas de bêtises. Alors Numéro 7 en pause. C'est un peu compliqué, mais c'est voué en fait à ne plus exister. On va dire ça comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Et pour quelles raisons? Pour les raisons très simples que faire des vêtements, c'est une horreur, c'est un enfer. Je n'ai jamais rien fait d'aussi compliqué de toute ma vie. Et en fait, on en a marre. Voilà, c'est le milieu de la confection, vraiment. Toutes les personnes là, sûrement qui écoutent et qui font fabriquer des trucs, et a fortiori des vêtements, mais vraiment chapeau à vous parce que
je pense que t'en sais quelque chose avec toutes les personnes. Oui, il semblerait que ce soit très compliqué. C'est très compliqué, c'est Ouais. très décourageant en fait. Ouais. C'est très très décourageant. Ouais. Parce que toi, ta marque, c'était donc aucune matière animale. Ça, c'était un peu le une marque éthique, enfin aucune matière animale. Ouais. C'est ça. Ok. On voulait, on a essayé pendant ces dernières années on voulait vraiment faire une marque de mode qui soit engagée, qui et en même temps, tu vois, qui soit cool. Parce que là, ça évolue beaucoup en ce moment, mais il y a quelques années, c'était quand tu cherchais vraiment de la mode éthique, c'était un peu, c'était un peu boring. Tout ça, c'était pas très fun. Et nous, en fait, on voulait faire vraiment du joli vêtement, mais qui soit produit dans des conditions décentes, avec des matières ok, etc. Et aussi, donc sans matière animale. Et on n'a pas réussi, quoi. Enfin, on a réussi à faire, on a fait 3 collections, je crois. Ouais. Après, ce qui a joué là-dedans, c'est surtout que, en fait, on n'était pas, parce que j'ai une associée, en fait, qui a travaillé avec moi sur numéro 7, qui s'appelle Delphine. Et en fait, on n'était pas en full time sur le projet parce que moi, j'avais mon activité, elle aussi avait son activité à côté. On n'était pas en full time et à un moment, c'est un truc. En fait, ça te prend un temps incommensurable si tu veux faire les choses bien. C'est vraiment, il faut que tu te déplaces, il faut que tu ailles rencontrer, il faut que tu ailles faire les salons, il faut que tu ailles rencontrer les fabricants, les trucs. Vraiment, ça demande énormément de temps et d'énergie. Et nous, on l'avait pas. Et en fait, aujourd'hui, on en a marre, quoi. Ouais. On n'a pas envie. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'a pas envie de mettre notre énergie là-dedans. Donc il va peut-être y avoir encore une collection parce que c'est une collection en fait sur laquelle on travaille depuis 2 ans, voilà, qui devait. Ce serait bête qu'elle sorte pas du coup. C'est ça, parce qu'en fait tout est quasiment prêt et donc ça, voilà. En fait, juste pour la petite histoire, on s'était vraiment reboosté, on devait vraiment relancer la marque ce printemps. Sauf que on sait ce qui s'est passé, le Covid, le confinement, et donc vraiment ça nous a fauché parce que tout est tombé à l'eau. Voilà, donc là on va essayer, si ça nous coûte pas trop d'argent, de sortir cette dernière collection, histoire que ce soit pas perdu, parce qu'en plus le gaspillage, vraiment, enfin moi ça me, c'est quelque chose que je trouve très dommage. Et puis après, on dira. Au revoir. Voilà. Salut. C'est la fin d'une histoire, on tourne la page. Mais ouais, c'est compliqué. Et puis surtout sur le pas de matière animale, c'est une contrainte supplémentaire sur les matières. Oui, quand tu veux pas forcément utiliser du plastique ou des choses comme ça, c'est galère, quoi. Ouais, c'est très compliqué. Et ça a aussi beaucoup compliqué les choses, parce que voilà, comment faire des choses entre guillemets qui soient éthiques, qui soient propres aussi, propres entre guillemets d'un point de vue écologique, quand tu n'utilises pas des matières naturelles qui sont quand même des super matières de type la laine ou des choses comme ça, tu vois, ça n'aide pas, quoi. Ouais, vraiment, ça n'aide pas des du bâtons tout. dans les roues. Voilà, des troncs d'arbres même. Moi, j'aime bien dire, allez, hop. Et sur les marques avec lesquelles tu travailles aussi, donc là on a parlé de ta marque, mais je veux dire les marques de façon générale avec lesquelles tu travailles avec YouTube ou Instagram, comment tu les choisis? Est-ce qu'il y a des critères bien spécifiques qu'elles doivent respecter pour je sais pas, peut-être respecter aussi tes valeurs? Comment ça se passe? Alors, ça se passe que typiquement, je vais pas bosser avec une marque comme L'Oréal ou Coca-Cola. Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire que je ne travaille pas avec des grandes marques ou des grands groupes ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai quand même besoin qu'il y ait des valeurs et des engagements, un minimum derrière les marques ou derrière les produits. Donc, c'est assez simple en fait, parce que des marques, surtout maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, quand j'ai vraiment entamé ce tournant entre guillemets green, j'ai eu un petit moment où je me suis dit ça va pas être évident de mince, j'ai plus de clients. Oui, voilà. Mais là aujourd'hui en 2020, en fait, ça s'est tellement développé, il y a tellement de marques qui existent, voilà, c'est alors c'est sûr que c'est toujours moins facile que de bosser avec des mastodontes, encore une fois des L'Oréal ou des choses comme ça si on parle de beauté, ou je sais pas, ou des H&M si on parle de mode. Mais c'est tout à fait faisable et voilà.
Ok. Et de gagner sa vie aussi avec les marques éthiques. Oui. Ouais. Ouais. Moi, je suis très contente. Enfin, je gagne ma vie de façon. Enfin, je gagne très bien ma vie aujourd'hui, et tout en travaillant vraiment avec des marques qui ont des valeurs qui me parlent et des marques ou des produits en lesquels je crois. Et ça, c'est un truc qui est quand même hyper important pour moi. C'est que voilà, je vais pas aller bosser avec une marque où je trouve leur truc naze ou je trouve que ça a pas d'intérêt. Voilà, j'ai plein de propositions tout le temps. Mais ouais, c'est totalement possible. Après, bon, ça demande du boulot. J'ai aussi la chance, moi, d'avoir une grosse communauté, donc forcément, ça donne du poids. Et je pense que ça aide aussi les marques à accepter de s'engager et de s'engager aussi financièrement avec toi. Parce que forcément, c'est pas pareil quand t'as 350 000 abonnés et que t'en as 12 000, c'est pas la même chose. Mais voilà. Ok. Bah non, mais c'est encourageant parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet sur pas mal d'influenceuses qui vont être éthiques et tout, qui disent qu'ils ont plus de mal à gagner leur vie. C'est sûr que bon, bah si t'acceptes H&M, bon bah eux derrière, ils ont pas mal d'argent plus que peut-être les jeunes marques éthiques qui se lancent. Mais c'est encourageant, très encourageant. Et sur la période un petit peu aussi qu'on est en train de vivre, parce que c'est aussi l'objectif de ce projet, de voir un peu comment on peut améliorer tout ça. Alors évidemment, on n'est pas au gouvernement, mais on a le droit d'avoir notre avis. Alors déjà, comment toi tu vis cette période ? Enfin, le confinement, l'après-confinement, comment ça se passe un petit peu pour toi ? Alors moi, le confinement, j'ai été à bloc. J'ai vécu ma meilleure vie, il faisait beau, j'ai été avec mon chéri, nos 2 enfants, notre chat, notre chien, bref, c'était génial. J'avais vraiment la pêche, quoi, à fond. Le confinement s'est terminé, j'ai plongé. Ah non, mais vraiment, j'étais, je sais pas, j'ai eu un coup de... Le contre-coup. Ah ouais, le contre-coup, vraiment, j'étais super mal, j'étais complètement déprimée. En fait, je pense que j'ai percuté que c'était pas fini, tu vois. Parce qu'il y avait ce truc, le confinement, tu disais, bon, le confinement va s'arrêter. Ok, mais la situation sanitaire actuelle, bon, voilà. Donc j'ai mis un petit moment avant de vraiment remonter la pente. C'était surtout, moi, depuis la rentrée, j'ai pris 2 mois off, là, cet été, parce que j'en avais grandement besoin. Et là, maintenant, ça va. J'en parlais avant avec un ami. Moi, ça va parce qu'en fait, je vis dans une petite ville où, par exemple, dans la rue, le masque n'est pas obligatoire, tu vois. Il faut que tu le mettes, voilà, quand tu vas dans les magasins, quand t'es des trucs comme ça. Des endroits clos. Voilà, des endroits clos. C'est une ville aussi où il y a moins de monde qu'à Paris. Et en soi, je sens pas tellement. J'ai l'impression, plus exactement, d'avoir retrouvé un petit peu la vie d'avant. Même si je sais que c'est pas totalement la vie d'avant. Et je le vis dans la globalité assez bien, même si au fond, je sens qu'il y a une espèce de pression, d'angoisse, un truc un peu anxiogène qui flotte dans l'air, tu vois. Mais après, moi, comme je suis hyper douée pour tout foutre sous le tapis, non mais c'est vrai, parce que tu vois, faut le dire, quoi. En même temps, il faut parfois. Ouais, non mais voilà. Sinon, non mais il faut, oui, vraiment, il faut pour sa santé mentale. Parce que moi, si je commence à penser à la situation, enfin, je veux dire, non, ça ne va pas du tout. Donc voilà, moi je suis d'accord. Voilà. On met ça dans les placards, on n'y pense pas trop, quoi. Voilà, sinon, hop. Et est-ce que cette période, parce qu'on a parlé beaucoup de changements profonds de la société, d'habitudes, de consommation, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, d'un point de vue personnel, que ça soit toi ou ton entourage, est-ce que tu as vu des changements ou est-ce que ça a conforté des nouvelles habitudes de consommation ou pas du tout ? Alors moi, mon point de vue, ça va pas être très positif, pardon, mais moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, que ce soit le confinement ou là, ce qu'on est en train de vivre au niveau sanitaire, ça ne va rien changer. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, l'humain, c'est ce que je dis dans une de mes vidéos qui n'est pas encore sortie, mais à un moment, l'humain en fait ne change pas, c'est-à-dire qu'on répète les mêmes schémas depuis la nuit des temps. Et je pense que pendant le confinement, il y a effectivement eu ce truc. C'était bizarre parce que je pense qu'il y avait une espèce quand même de petite euphorie où tu te dis on a quand même vécu. Enfin, c'était dur de se retrouver comme ça pendant 2 mois ou plus de 2 mois. Je sais plus combien de temps ça a duré, mais enfermé, à pas pouvoir sortir, à pas pouvoir voir ses proches, aller faire les courses, à la limite emballé dans un sac poubelle pour être sûr de revenir avec rien. Ça a été dur et c'est clair que quand tu vis ça, tu te dis mais moi aussi je suis passée par là. Parce que moi, comme le confinement, j'ai vécu ma meilleure vie. J'ai eu un moment où tu vois, je regardais mon armoire et je me disais c'est bon, j'ai plus besoin de rien, je suis comblée. Non mais
laisse tomber, le confinement s'est arrêté, moi j'étais en roue libre, quoi, tu vois. Alors pas non plus au point, tu vois, d'aller chez H&M et de ressortir avec 500 balles dans des sacs ou des trucs comme ça. Mais y a ça qui joue aussi, tu vois. C'est encore une fois cette ambiance très, très anxiogène où finalement tu sais pas de quoi demain est fait. Et moi, je pense que ça va rien changer. Désolée. Ah non, mais de toute façon, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et je partage un peu ton avis. Alors du coup, on va plomber l'ambiance de tout le monde. Non, mais c'est voilà. Bon, écoute, on verra bien. Hein, mais c'est que comme on a beaucoup parlé de ce fameux monde d'après et tout, moi, j'avais beaucoup de mal avec cette expression parce que je me disais. Je suis pas sûre qu'il va y avoir. Enfin, si, un avant, un après, forcément, vu ce qu'on a vécu. Voilà, moi, j'ai l'impression que le après est pire, en fait. En tout cas, pour l'instant, c'est clair que c'est pas mieux. Hein. Et sur ton rôle d'influenceuse, est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je dois encore plus m'engager ? Est-ce que tu as revu ta façon de délivrer les messages, par exemple, sur l'information que tu voulais faire passer auprès de ta communauté ? Est-ce que, pareil, ça a changé quelque chose ou non, tu continues dans tes engagements que tu avais déjà pris avant ? Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait changé. Ou si, peut-être ce qui a changé, c'est que maintenant, je suis vraiment... Alors, après, je sais pas si c'est lié à la situation et au confinement et des choses comme ça, mais moi, là, je suis vraiment dans un état d'esprit où j'ai envie d'informer les gens, où j'ai envie de parler de sujets qui me semblent importants, voilà, que ce soit au niveau de la mode éthique, du féminisme, voilà, de toutes ces questions. Mais en fait, je ne supporte plus le poids, la responsabilité qu'on fait peser sur le poids des individus. Vraiment, en fait, ça me rend tarée. Je n'en peux plus. Ça fait des années, en fait, que je vois ça et que, en plus de ça, je pense que j'y ai participé, que je vois ça sur Internet. Et je le vois même, tu sais, dans la vraie vie. Moi, j'ai des amis, parfois, donc, qui savent que, voilà, mes amis savent que je sais ce que je fais et que j'ai des engagements écologiques, etc. Et des fois, elles me racontent des trucs de type, ah oui, j'ai acheté ça. Oui, bon, bah, je sais, c'est pas bien. Et moi, je suis là, mais c'est bon, en fait, y a pas de souci, tu vois. Déjà, premièrement, t'as aucun compte à me rendre. Et puis, enfin, ça va, quoi. T'es pas en train de prendre l'avion pour New York 2 fois par semaine ou, enfin, à un moment, faut se détendre, quoi. Et donc, encore une fois, je suis pas sûre que ce soit lié au Covid, au confinement et des choses comme ça. Mais moi, c'est vraiment tu vois, pas forcément un changement, mais un truc sur lequel j'ai envie d'insister en ce moment. Et je partage complètement ça et ça fait le lien avec une autre de mes questions que j'avais prévues sur un de tes posts sur Levi's. Ouais. Parce que moi aussi, je suis très team petit geste. Évidemment qu'on a un rôle aussi à jouer et que ça part de nous, de notre volonté changer les choses. Mais j'en ai marre de voir à quel point les entreprises font peser tout le poids, toute la culpabilité sur les consommateurs. Moi, ça me rend assez folle. Et pareil, il y a eu un changement. Je sais pas, ça doit durer de quelques mois. Et je suis pas sûre que ce soit la situation non plus. Je pense que c'est plus à force, tu vois, d'entendre les discours bah oui, on fait du plastique, mais c'est à vous de recycler. Oui, enfin, si tu faisais pas de plastique, peut-être qu'il y aurait pas de souci non plus. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont pas encore convaincus? Parce qu'il y en a qui, alors peut-être c'est les entreprises d'ailleurs, mais comment convaincre les gens que c'est aux entreprises aussi de changer et de s'engager, et aux plus grosses entreprises de changer, notamment l'industrie textile. Ça viendra des Levi's et des grosses entreprises comme ça. Ouais. Bah, moi, j'ai envie de dire un truc qui est très simple, c'est que en fait, ces entreprises, donc par exemple Levi's, H&M, voilà, le groupe Inditex ou Caucase, en fait, c'est eux qui ont de la thune. C'est tout, ça s'arrête là. Et moi, encore une fois, pour avoir travaillé dans la confection et dans le vêtement, pour avoir essayé de faire des vêtements, en fait, c'est si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de moyens, tu ne peux rien faire. Voilà. Et en fait, c'est ces marques-là qui ont les moyens de faire des développements. Je vois par exemple, moi une marque que j'aime énormément et que j'admire aussi beaucoup, c'est Stella McCartney. Elle fait un boulot quand même de dingue au niveau du développement. Elle a développé, tu vois, des cuirs vegan, je sais pas comment dire. Ouais, des alternatives. Voilà, des alternatives au cuir qui sont juste dingues. Quand à côté de ça, bon bah voilà, les autres marques n'ont pas accès à ça parce qu'elles n'ont pas l'argent, parce que ceci. Et Stella McCartney, elle a l'argent pour aller voir des types et leur dire bon bah écoutez maintenant je sais pas fait chier le cuir en plastique de merde, vous allez me développer un truc, ça va être canon et en plus de ça va être écolo, tu vois. Ouais. Et je suis désolée, moi j'admire énormément toutes les petites marques vraiment qui se battent tous les jours pour faire de la mode éthique, pour faire bouger les lignes, mais déjà elles ont pas l'impact des grands groupes voilà qu'on a pu citer avant.
Et encore une fois, elles n'ont pas d'argent. Hein. Donc c'est tout. Et ça veut pas dire qu'il faut pas continuer, que si on est une petite marque, il faut pas continuer à faire de la mode éthique ou des choses comme ça. Mais je pense que ça c'est vraiment l'argent, c'est le nerf de la guerre, quoi. Ouais. Je veux dire, et la réalité c'est ça, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que je lisais aussi les commentaires sous ton post parce que je trouve toujours très intéressant d'aller lire les commentaires. Il se passe plein de choses et il y a des gens il y en a plein qui ont compris ta démarche. T'en as d'autres qui vont mettre un petit bémol. Oui, mais en même temps ça reste Levi's. Et je sais pas, je me dis, mais en même temps, si on tape sur les grosses entreprises qui essaient de faire bouger les choses, à quoi ça va servir, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon, j'imagine que si t'as accepté de travailler avec Levi's, c'est que t'es aussi convaincu que c'est pour aller dans le bon sens. Mais Après, moi, moi, ce que j'ai, pour parler de Levi's, là, ce que j'ai beaucoup aimé dans leur démarche, c'est que ce que je dis dans mon post, quoi, c'est que ils se posent pas en mode, tu sais, super-héros on va sauver la planète avec nos jeans. Non, ils disent, en fait, notre jean, il pollue, il consomme tant d'eau, mais est-ce qu'on peut pas, à un moment, se sortir un peu les doigts pardon, je vais essayer de pas être trop vulgaire, est-ce qu'on peut pas, à un moment, un petit peu se bouger et faire en sorte de faire moins pire, de faire un effort. Et après, je comprends qu'il y ait des gens qui aient du mal avec ça, parce que c'est soutenir une multinationale, etc. Mais bon, voilà, je veux dire, ça reste tout le temps la même chose. Je veux dire, c'est eux qui ont de l'argent, quoi. C'est eux qui peuvent et qui ont du poids aussi dans l'industrie textile. Parce que nous, si tu veux, quand on allait voir même au salon Who's Next, pas Who's Next, Première Vision, pour celles et ceux qui connaissent, t'arrives avec ta marque qui a 3 ans, où t'as sorti 3 pauvres collections, où t'es personne, tu vois, et tu dis, ouais, moi je veux des trucs éthiques, hein, mais les gens ils te regardent, mais ils te rient au nez, quoi. Je veux dire, mais c'est un milieu, c'est des chacals, quoi. Non, mais vraiment, c'est hyper dur, c'est hyper violent. Alors que, je veux dire, tu débarques là-bas avec un badge avec marqué Levi's ou je sais pas quoi dessus, bah, je veux dire, t'as le tapis rouge et t'as tout ce que tu veux, en fait. Voilà. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et est-ce que tu mesures quand même l'impact et l'influence que tu as auprès de ta communauté, justement pour faire passer tous ces messages ? Est-ce que tu en as conscience ou... Oui, plutôt bien, ouais. Notamment parce que voilà, je travaille aussi avec des marques où on fait... moi, j'ai fait pas mal de co-création, alors vraiment pour des tas de trucs divers et variés. Et du coup, moi, je sais, après, tu vois, j'ai les chiffres et je sais que ça plaît. Bon, puis j'ai évidemment aussi, dans un premier temps, le retour, en fait, de ma communauté. Et j'échange aussi beaucoup, notamment, voilà, sur Instagram avec les personnes qui me suivent. Et je reçois je sais pas moi, des tas et des tonnes de messages de personnes qui me disent merci, grâce à toi. Des fois c'est des trucs, c'est pas grand chose, c'est genre je me tourne vers des cosmétiques plus naturels, ou je sais pas, je mange plus que de la viande une fois par semaine ou des choses comme ça. Donc non, c'est un truc, je suis assez après je suis pas certaine de pouvoir mesurer l'intégralité de l'influence, tu vois, ou de l'impact que je peux avoir sur les gens, mais je sais en fait que quand je dis quelque chose ou quand je parle de quelque chose, je sais que les gens, entre guillemets, vont s'y intéresser, tu vois. Ouais, donc, mais c'est hyper intéressant de voir à quel point une personne comme toi peut avoir de l'influence sur tous ces changements de société. Et pour aller un petit peu plus loin, et comme je disais tout à l'heure, évidemment, on n'est pas au gouvernement, mais est-ce que tu penses que le gouvernement justement français ou même carrément l'Union européenne, soyons fous, devrait s'investir un peu plus pour contraindre les marques à changer, d'une part, et pour soutenir les entreprises qui vont dans le bon sens? Non, mais totalement. Mais bien sûr. Mais en fait, moi, ce que je dis tout le temps, donc, on est d'accord là-dessus, toi et moi, vive les petits gestes, c'est très bien. Arrêtez d'acheter des bouteilles d'eau, voilà, tous ces petits trucs, continuez à le faire parce que c'est top et c'est aussi valorisant pour soi-même et je trouve que c'est important. Mais au bout d'un moment, tant que les gouvernements ne mettront pas la main à la pâte et ne diront pas, ça en fait maintenant, vous arrêtez, vous avez, je sais pas moi, 3 ans pour trouver des solutions. Vous vous démerdez, on veut rien savoir, mais dans 3 ans, on veut plus voir, je sais pas moi, des tomates dans des barquettes en plastique. Je veux dire, les marques, elles vont pas. Alors il y en a, mais très peu.
Voilà, par exemple, j'avais fait une story à propos de McDo qui les pailles en plastique sont maintenant interdites et donc McDo ils ont sorti une espèce de couvercle complètement merdique, un truc mais un enfer et ils sont là avec leur message, vraiment c'est le greenwashing, tu sais, dans toute sa splendeur. Ils sont là, pensons à la planète, vous voulez sauver la planète, c'est très simple, ouvrez le petit machin. Enfin tu vois, il y avait un message sur les gobelets à l'époque où t'étais là mais quoi, où c'est comme tout à l'heure je passais devant un Burger King. J'espère qu'on a le droit de citer des marques. Ouais, bien sûr. Oui, non, c'est pas la télé. Il y a aucun problème, c'est complètement indépendant, donc tu peux citer tout ce que tu veux. Allons-y. Donc, tout à l'heure, en arrivant, je passe devant un Burger King et maintenant, ils ont des poubelles de recyclage et dessus, il y a un message, un truc du genre, nous, on ne veut pas griller la planète, tu vois. Et je suis là, mais putain, les gars, quoi. Sérieusement, non, mais je ris parce que c'est tellement, c'est surréaliste, quoi. C'est surréaliste que des marques comme ça, qui fassent des efforts. Ok, c'est très bien, mais venez pas faire les beaux à dire, nous, l'écologie, tu vois, attends. On va sauver la planète. Ouais. Donc, voilà, pour en revenir à ta question, évidemment, en fait, que c'est au gouvernement et aux États de dire aux marques, ça, c'est fini, vous arrêtez. Alors après, si c'était aussi simple, ça se saurait. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais parce que les lobbies, parce que nanani, nanana, mais ouais, et c'est pour ça, moi, que je dis tout le temps, les petits gestes, c'est bien, mais tu vois, voilà, quoi. Hein. Ouais, non, c'est clair. Et tant que les gouvernements, ne taperont pas du poing sur la table et qu'il n'y aura pas des vrais engagements qui seront pris, bonne chance, quoi. Et tu penses que ça devrait passer, du coup, par des lois, plus précisément, ou des interdictions. Ouais. Dire, par exemple, le plastique, en fait, vous arrêtez, quoi. Ouais. Voilà, vous vous débrouillez. Ça serait bien. Mais oui. Ouais. Non, mais je veux dire. Alors, je suis pas très très au fait, mais il me semble qu'il y a quand même un truc qui est en cours par rapport au plastique. Mais tu vois, après, évidemment que c'est sur du long terme. Ils peuvent pas du jour au lendemain dire alors maintenant le plastique fini. Voilà, démerdez-vous. Mais mais bien sûr, ils devraient en fait interdire. Les choses, c'est tout. En fait, il n'y a pas d'autre moyen de faire bouger les choses. De faire bouger les choses rapidement. Ouais. Parce que là, à un moment, il faut quand même que les choses, il faut que ça se mette un peu en branle parce que ça devient compliqué, la situation. Il n'y a pas d'autre moyen que ce soit juste interdit. Ouais. Voilà. Vous trouvez d'autres solutions. Encore une fois, les marques, tu vois, qui font du plastoc, des trucs comme ça, elles ont des moyens, elles peuvent développer d'autres trucs. Mais c'est juste que c'est moins cher, c'est moins compliqué de faire des trucs en plastoc ou voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'argent et à quel point c'est important. Pareil, je crois qu'il y a des projets, enfin en tout cas des idées comme ça qui sont émises sur, par exemple, taxer les entreprises ultra polluantes ou ce genre de choses. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis pour. Ouais. Moi, je suis pour. Et à contrario, tu vois, pour la deuxième partie de ta question à laquelle je viens de repenser, soutenir les entreprises qui font les choses bien. Par exemple, quand tu vois en tant qu'entreprise à quel point tu te fais limite racketter par l'État, je sais pas, ceux qui font des efforts, je parle de vrais efforts, tu vois, des vrais engagements. Je pense par exemple à des marques de mode qui essaient de faire les choses de façon la plus clean possible, qu'on les aide en fait. Voilà, je sais pas, moi, qu'on les exonère de charges sociales, enfin, tu vois, d'URSSAF ou je sais pas quoi. Bon, après, je suis pas politicienne, peut-être que je dis n'importe, tu vois, mais je pense, en fait, il y a des choses on peut faire ce qu'on veut, tu vois, ils pourraient faire, entre guillemets, ce qu'ils veulent pour, de positif, pour faire changer les choses. Mais ils le font pas parce que, c'est de la politique et c'est compliqué, mais, parce que les lobbies, parce que tout ce qu'on disait. Voilà. Mais je suis assez d'accord. Et justement, sur les marques qui font les choses bien, alors t'en partages beaucoup sur ton compte Instagram et de façon générale, mais donc ça, c'est un peu la question qui va revenir, qui va ponctuer tout ce projet. Est-ce que tu pourrais nous citer ici les marques qui, toi, t'inspirent le plus, les marques de mode responsables, et nous expliquer un petit peu leur démarche à chaque fois? Bien sûr. Alors, la première que j'ai envie de citer, c'est Make My Lemonade, la marque de Lisa Gachet, que j'aime beaucoup, que j'embrasse au passage. C'est pas forcément une marque comme ça de prime abord où tu vas te dire c'est une marque engagée. Alors qu'en fait, il y a énormément d'engagement et de plus en plus derrière sa marque. Je trouve qu'elles font vraiment un boulot remarquable.
que ce soit au niveau de la façon dont ils décident de produire, c'est-à-dire pas on produit des milliards de trucs et s'il y en a trop, voilà, on s'en fout, voilà, on les brade, on les jette, on les brûle ou je sais pas quoi. La façon aussi la façon dont elles produisent, sachant qu'elles produisent aussi voilà, beaucoup au Portugal, aussi un petit peu en France, mais voilà, ça va pas dans un extrême en mode oui, on fait que du made in France, tu vois, ou alors du coup ça sort avec des fringues qui sont mais hors de prix parce que fabriquées en France, c'est un délire tellement c'est cher. Moi j'admire aussi beaucoup tout ce qui est mis en place, voilà, par exemple, elles ont lancé une plateforme de location de vêtements. Je trouve ça génial, elles proposent Frida, elle propose aussi de fabriquer ses propres vêtements. C'est top. Et il y a plein de choses. Moi, je trouve que vraiment, au niveau de l'éthique, c'est une marque qui est assez complète. En dépit du fait que, comme ça, de prime abord, tu te dis pas, tu vois. Et il y a une transparence aussi que j'aime beaucoup chez cette marque. Voilà. Okay. Ensuite, la deuxième que j'aime énormément et j'adore les suivre sur Instagram, c'est Loom. Qui est donc une marque. Alors eux, ils sont très basiques là pour le coup. C'est un peu l'extrême inverse de Make My Lemonade. Alors eux, vraiment, je les adore parce que encore une fois, il y a ce truc de transparence. Ils sont hyper transparents, ils sont hyper honnêtes. Ils disent les choses, tu vois. J'ai adoré un de leurs derniers. De leur dernier post Instagram, c'était un triptyque où ils expliquaient qu'en fait le problème, la solution c'est pas de produire mieux, la solution c'est de produire moins. Et je trouve ça incroyable. Je sais pas si t'avais reçu ou pas Julia. Non, Julia. Pas encore. On échange beaucoup. Donc Julia Faure qui est la fondatrice, je l'adore. la cofondatrice de Loom. Moi aussi. Donc on lui fait un petit coucou au passage. Coucou, mais Julia. On échange beaucoup entre nous, mais j'ai pas encore interrogé quand elle est passée sur beaucoup de podcasts, mais j'aimerais beaucoup la voir quand même la recevoir sur Nouveau Modèle. J'adore. Enfin bon, bref. Petit aparté. Ils ont vraiment ce truc. Ils font de la vraie mode éthique. Ils font aussi de la mode durable parce que ça, c'est quand même pour moi le pilier quand on parle de mode. Et voilà. Et je les adore. Ensuite, j'avais envie de parler de Patine. Voilà, Charlotte aussi. Voilà, je t'embrasse. Allez, hop là. Moi aussi. C'est la tournée des bisous. Hein. Patine, incroyable. Moi, j'adore Patine. Bon, pour celles et ceux qui connaissent pas Patine, c'est un peu le délire du vestiaire des années 90, à l'époque où quand t'achetais des fringues, c'était encore genre de la bonne cam, tu vois, et ça tenait le coup. Et Patine, c'est aussi le côté un peu slow fashion. C'est-à-dire que c'est pas comme Make My Lemonade où elle sort des collections. Bon là le modèle a changé je crois pour Make My Lemonade, mais Patine voilà c'est mais c'est quand même des petites collections capsules quoi, mais régulièrement pour Make My Lemonade, alors que Patine c'est vraiment des drops, intemporels quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles ont commencé avec les t-shirts, après il y a eu je sais plus l'ordre, mais il y a des jeans, il y a des sweatshirts, il y a des vestes. Elles avaient fait aussi une petite collection capsule avec il y avait une chemise et une jupe je crois en bouteille d'eau recyclée. Voilà, donc c'est vraiment pas si tu vas toutes les semaines, t'auras pas des trucs nouveaux comme ça toutes les semaines. Il y a une vraie démarche derrière, il y a un vrai boulot. C'est vraiment, elles ont développé leur propre matière. C'est de la vraie mode éthique pour moi parce qu'encore une fois, on est dans un truc durable et on toujours voilà cette histoire de transparence aussi qui est pour moi très très importante. Et la dernière marque dont j'ai envie de parler, c'est Aimstone. Voilà, t'as reçu Alix. Et alors cet épisode, mais j'en ai, voilà, tu le sais, on en a parlé. Je l'ai mais adoré vraiment. Elle a dit tout ce que personnellement j'ai envie et besoin d'entendre en ce moment à propos de la mode, à savoir que les gars, enfin c'est pas aussi simple quoi. Et j'aime beaucoup Alix, alors que je connais pas du tout personnellement, mais à chaque fois que je l'ai entendue, elle a ce côté en fait très très honnête, très vrai, que je trouve hyper rafraîchissant parce que on en a au bout d'un moment le pipeau, tu vois, c'est bon. C'est clair. C'est une démarche que je trouve encore une fois hyper intéressante et hyper engagée parce que dans ton podcast, Alix expliquait
que pendant longtemps elles voulaient faire de la matière naturelle, tu vois, donc elles avaient de la soie, de la très très belle soie, tu vois. Moi j'avais notamment une robe en soie Hemstone, sauf que, et c'est ce qu'elle dit dans le podcast, cette robe elle a commencé à se déchirer parce que la soie c'est une matière qui est très fine, qui est très fragile, et en fait moi le fait qu'elle ait pris cette décision de laisser de côté l'espèce d'Eldorado, tu vois, de la matière naturelle pour se tourner vers du c'est quoi, du satin polyester recyclé ou un truc comme ça, exactement. Qui certes n'est pas une matière naturelle, mais qui est une matière beaucoup plus durable en fait. Au bout d'un moment, voilà. Donc moi je trouve vraiment que c'est hyper couillu parce que c'est ce qu'elle dit aussi dans l'épisode. Enfin clairement les gens lui cassent un peu les pieds. Ils tombent dessus à chaque changement de direction. Voilà. De toute façon, il y en aura toujours pour être pas content. Donc c'est ça. Ça peut jamais plaire à tout le monde. Et oui, et puis c'est le côté aussi des petites séries. Elle dit que voilà, elle fait pas de réassort, que en fait leur tissu, j'en sais rien, mais je sais pas, elle a 500 mètres de tissu dans tel imprimé, elle fait ses pièces et puis après ciao bonsoir quoi, tu vois. Et encore une fois, voilà, on retrouve cette idée de durabilité, c'est-à-dire faire des changements, quitte à ce que ça plaise pas à tout le monde ou quoi ou qu'est-ce, mais pour rester dans un truc durable et se dire au bout d'un moment, en fait, ce qui est important avec une fringue, c'est que ça dure, quoi, tu vois, parce que tu peux mettre toutes les matières les plus écolos de je sais pas quoi, au bout d'un moment, si au bout de 1 an ou 2 ou de 3 passages en machine, le truc est défoncé, à quoi ça sert, quoi. Donc voilà, Hemstone, vraiment, j'aime beaucoup la prise le changement de direction entre guillemets, tu vois. Et encore une fois, c'est pas forcément une marque où tu te dis tiens, c'est super éthique, mais et c'est pour ça que moi je voulais vraiment recevoir Alix, parce que déjà toute sa trilogie d'articles dont je parle dans le podcast est hyper honnête, c'est hyper transparent. Mais ouais, j'aime beaucoup les marques que tu as citées. Je valide ce choix et ces points communs de durabilité et transparence, parce qu'en plus, tu vois, en t'écoutant parler, moi j'adore ces podcasts parce qu'à chaque fois ça me fait beaucoup réfléchir, et je me dis en fait c'est vrai que il y a beaucoup de discours autour de produire mieux, ces nouvelles matières et tout, mais en fait est-ce qu'il est vraiment là l'enjeu de la mode éthique? Finalement, je crois pas. Je crois que c'est plus produire moins et durable, quoi. Et ça, si on pouvait déjà avoir ça, ce serait fantastique. Ce serait déjà un énorme changement, quoi. Ouais. Très bien. Et merci pour ces 4 marques que tu as citées. Et alors, on arrive à la dernière question, un peu rituelle de ce podcast, que je pose à toutes les invitées de façon générale. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? Écoute, oui. Mon premier modèle, alors ça va pas être très original, mais j'ai envie de dire que c'est ma mère. Parce que voilà, j'en ai parlé un petit peu au début de ce podcast. Ma mère nous a élevés toute seule, mon frère et moi. Et je pense que c'est vraiment un truc, tu sais, que je commence à entre guillemets intellectualiser depuis assez peu de temps, mais je pense que vraiment ma mère m'a transmis donc une grande liberté, comme je le disais au début, mais aussi une grande indépendance. Enfin, alors je sais pas, peut-être qu'il y en a pour qui liberté et indépendance ce sera la même chose, mais pour moi c'est pas vraiment. Je trouve que c'est 2 choses un petit peu différentes. Et tu vois, je sais pas, cette espèce de truc de j'ai besoin de personne entre guillemets, et tu vois, la force des femmes, quoi. Genre ok, moi je suis toute seule, il y a pas de souci. Bon, en l'occurrence je suis pas toute seule, mais je sais que si demain je me retrouve toute seule, même avec mes 2 gamins, je sais que ça ira, tu vois. Bon, j'aurais sûrement un très gros chagrin d'amour parce que j'aime beaucoup mon amoureux quand même, mais indépendamment ne me quitte de pas, ça, s'il te plaît, Non, mais vraiment ma mère, elle m'a transmis je pense ce truc, tu vois, d'indépendance, en plus de d'un tas de valeurs, mais ça je pense que vraiment c'est un truc que vraiment une transmission, mais qui s'est fait, tu vois, de façon très très infusée, et que j'ai mis beaucoup de temps en fait à mettre le doigt dessus et à me rendre compte que tiens, voilà. À l'intellectualiser. C'est ça. Okay. Et mon deuxième modèle dans la vie, ça va être un peu bizarre, mais c'est mon fils, qui va avoir donc 2 ans en décembre, et qui vraiment est une source d'inspiration inépuisable pour moi, parce que je trouve que les bébés et les petits enfants sont des êtres absolument formidables et très inspirants, parce que ils sont totalement bruts et ils sont totalement vrais, et ils ont pas c'est pas qu'ils ont pas de conscience, je sais pas comment je vais réussir à
à expliquer mon idée. Mais en fait, ils sont dans la vie. Vraiment, ils sont dans la vie, ils sont dans le moment présent. Et moi, vraiment, encore une fois, ma fille va avoir 13 ans, donc c'était il y a longtemps qu'elle était toute petite. Et j'avais vraiment oublié ça chez les tout petits enfants. Et je trouve ça fascinant. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on perde en grande partie cette espèce de... ce truc qu'ont les enfants, tu vois, cette espèce de flamme de vie, cette espèce de curiosité, cette énergie. Bon, l'énergie, c'est normal, parce qu'au bout d'un moment, après, t'as des enfants, tu bosses, tout ça, tu regardes Netflix jusqu'à 2h du matin, tu es claqué, c'est normal. Mais vraiment, cet enfant, pour moi, c'est une immense source d'inspiration. C'est vraiment un modèle et il est tellement joyeux, il est tellement... voilà, je trouve ça vraiment... je suis transcendée, en fait, par... Bah, tant mieux. Oui, tant mieux. Ouais. Oui, c'est mieux que... non, mon enfant est con. Je l'aime pas trop. Je l'aime pas. Voilà, tant pis. Ok, bah c'est de beaux modèles en plus assez différents et tout. Oui. J'aime beaucoup. Très bien. Merci. Et merci beaucoup de m'avoir consacré autant de temps. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. J'étais ravie d'être là et bisous. Bisous. Merci à Colline d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son, et à la boutique RP de nous accompagner dans ce projet. N'oubliez pas de partager vos marques de mode responsables préférées sur les réseaux sociaux en taguant @nouveaumodèle.podcast et en utilisant le hashtag #UneModeMeilleure. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.